Merci, Monsieur le Ministre, Monsieur l'Ambassadeur, chers auteurs, chers éditeurs, chers lecteurs, chers intervenants, Mesdames et Messieurs, meine Damen und Herren. Malheureusement, je m'arrêterai là en allemand parce qu'il n'est pas terrible, mon allemand. Mais il me semble qu'en cette rentrée littéraire, que vous ayez organisé un forum aussi riche que celui-ci, c'est quelque chose d'essentiel. Je vais remercier ici, bien sûr, l'Institut français et tous les organisateurs. Je vais me permettre de redire d'où je parle, parce que ça permettra effectivement d'éclairer un petit peu mon intervention, qui va être en grande partie une redite de tout ce que vous avez dit aujourd'hui et de ce que vient de dire Aurélie Filippetti, notre ministre, mais il paraît que la redite, c'est pédagogique et que ça nous permettra tous ensemble d'aller porter, Allemands et Français, les volontés qui ont été exprimées par les uns et les autres à tous les autres Européens, parce qu'il y a du travail à faire, et en particulier au commissaire de Gucht, je vais vous en parler tout à l'heure, parce qu'il a besoin d'entendre beaucoup de choses pour comprendre enfin ce que c'est la culture, je crois. Donc, je préside effectivement la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale. Et à ce titre, il y a quelques mois, j'ai été sollicitée par Aurélie Filippetti pour faire un rapport sur l'exception culturelle européenne. Le même travail a été demandé à la suite, parce que c'est la règle tout simplement, à Patrick Bloch, qui est le président de la Commission culture et éducation de l'Assemblée nationale. Et nous avons fait donc un rapport pour que Aurélie Filippetti puisse s'appuyer sur une volonté des parlementaires nationaux par rapport à l'exception culturelle européenne. Je suis très fière de vous dire que ce rapport a été adopté à l'unanimité. C'est assez rare en France pour que nous en soyons contents, c'est-à-dire pour que nous voyions que quand il s'agit de culture, quand il s'agit de comprendre comment le savoir, comment la connaissance, comment la richesse intellectuelle peut et doit arriver à tous, brusquement, toute nuance politique confondue, tout le monde est d'accord en France, et on sait pourtant que les Français sont des râleurs. Donc, je crois que de ce point de vue-là, ce que nous avons fait il y a quelques mois pour et à propos de l'audiovisuel est tout aussi valable à propos du livre, et en particulier dans ce débat un peu compliqué entre le livre du côté numérique et le livre du côté papier. Alors, j'insiste là-dessus parce que si nous reprenons le début de ce débat et de ce rapport que nous avons dû faire par rapport justement à l'exception culturelle européenne, je me permets de rappeler deux choses. La première, que vous savez sans doute, c'est que les États-Unis n'ont pas signé l'UNESCO, la charte de l'UNESCO, dont ne se sentent absolument pas, eux, de référence par rapport à cela. Et donc, ils ne sont pas du tout concernés, ou ils ne se sentent, ou ils ne se veulent pas du tout concernés par ce qu'elle dit. La deuxième chose, c'est qu'ils ne demandaient rien en matière de culture dans l'accord de libre-échange. Ce sont le président Barroso et le commissaire de Gucht qui ont tenu à mettre dans leur intervention, dans leur proposition, cette exception culturelle qui jusqu'ici ne posait problème à personne. Ils ont, comme on dit, ouvert la boîte de Pandore. Alors, pour vendre quoi? Pour vendre l'Europe pour un plat de lentilles? Ça s'est fait dans le passé pour un autre personnage, et on a vu que ce n'était pas du tout la bonne solution. Donc, comment et pourquoi réagir là-dessus, et pourquoi l'exception culturelle, c'est important? Ça l'est pour l'audiovisuel, ça l'est aussi, bien sûr, pour nous. Moi, j'ai pris un exemple au départ, qui est un exemple dans un autre art. Vous connaissez peut-être, vous connaissez sûrement ce grand sculpteur qui s'appelait Brancusi. Dans les années 30, Brancusi avait une œuvre d'art qui devait être exposée aux États-Unis qui s'appelle L'Oiseau. Il y a eu un procès des États-Unis contre Brancusi en disant c'est un objet en bronze, ce n'est pas une œuvre d'art. Le débat a duré, le procès a eu lieu, c'est Brancusi qui a gagné, c'est-à-dire c'est l'art qui a gagné. Je voudrais bien que le commissaire de Gucht, qui effectivement pense que faire un bon raccourci, maintenant que la culture s'accélère, maintenant que le livre, et nous sommes ici pourtant dans le pays de Gutenberg, après avoir mis 4000 ans pour arriver jusqu'à l'imprimerie, a mis 500 ans pour arriver jusqu'au numérique, a mis quelques années pour arriver jusque là où nous en sommes aujourd'hui. Qu'il se dise que lui, l'étape suivante, c'est de dire qu'il n'y a plus de culture, qu'il n'y a plus que du commerce, ce n'est pas entendable au niveau de l'Europe.
Et c'est cela qu'il faut que nous fassions entendre, sans arrêt, et tous ensemble, parce qu'il me semble que dans ce domaine-là, nous sommes tous d'accord, la neutralité technologique, c'est un principe absolu. Le support, ça n'est pas l'objet. Le support, ça n'est pas la pensée. On ne peut pas confondre le support et la pensée. Et c'est ce que nous avons essayé de faire valoir. Et il me semble que Aurélie Filippetti l'a rappelé à l'instant, que les ministres de la Culture l'ont gagné durement, mais que tout cela peut toujours ressortir. Comme on dit chez nous, ce qui est sorti par la porte, certains vont essayer de le faire rentrer par la fenêtre. Donc il faut que nous restions extrêmement attentifs, et en particulier à travers le livre, à ce que, effectivement, la diversité culturelle soit gardée. Ce n'est pas la peine que nous ayons aussi travaillé les uns et les autres à sauver le budget d'Erasmus, à permettre l'extension pour que les étudiants puissent, justement, européens, puissent échanger, connaître d'autres cultures, connaître d'autres langages, connaître d'autres musiques de langue, et que dans le même temps, on soit en train de le sacrifier du côté du commerce. Moi, je suis effectivement, comme beaucoup d'entre vous, une lectrice passionnée. Alors, je ne vais pas vous donner tout mon panthéon, parce qu'on y passerait la nuit, et ça ne suffirait pas, et je vous aurais endormi bien avant. Mais moi qui suis, j'allais dire, de l'époque qui ai découvert le cinéma allemand, entre autres avec Wim Wenders, nous sommes ici dans la ville des ailes du désir, qui ai découvert la culture allemande, bien entendu avec les grands classiques, Goethe, etc., mais Peter Handke aussi, qui est, grâce à mon libraire, sinon je n'y serais jamais arrivée, découvert bien avant qu'elle devienne prix Nobel de la paix, Herta Müller, prix Nobel de littérature, pardon, Herta Müller, qui est découvert bien d'autres auteurs, et je vous en conseille un au cas où vous ne le connaîtriez pas, qui s'appelle Miyakuto, qui est effectivement un Africain, qui écrit en portugais des choses magnifiques, qui s'appellent par exemple L'accordeur de silence. Tout cela, on ne peut pas le découvrir si la toile, qui est un outil technique, ne vous donne pas les informations. Vous allez aller chercher au hasard, vous n'allez pas trouver. Donc, le contact humain, la référence que représente le libraire, la qualité de travail de l'auteur, quelque chose là est irremplaçable. Il faut le traiter comme c'est de façon traditionnelle. Il faut lui trouver des moyens d'interprétation au niveau du numérique. Et pour cela, il faut protéger et réfléchir absolument aux droits d'auteur. Certes, avec le livre numérique, nous sommes du côté du consommateur, nous sommes du côté de l'internaute, mais le droit d'auteur, lui, il doit être préservé parce que c'est ce qui donne du sens, de la richesse et l'envie de continuer à ceux qui, aujourd'hui comme demain, feront de la lecture l'outil de la réflexion pour les générations futures, parce que c'est bien de ça qu'il est question. Donc, je ne vais que dire une fois de plus ce qu'a déjà dit la ministre, c'est qu'il y a des rouleaux compresseurs épouvantables. Ces rouleaux compresseurs s'appellent effectivement ces grandes structures. On a tellement cité Amazon aujourd'hui que je ne vais pas revenir là-dessus. Mais moi, je n'ai pas envie, à travers Amazon ou d'autres supports, que d'abord on me dise que Victor Hugo, je ne dois le lire que sur Amazon, je caricature mais à peine, et que dans un autre moment, par rapport au même circuit, on me dise, sans me demander mon avis, parce que j'ai lu sur Amazon Victor Hugo, que je dois acheter la balle de tennis high-tech, les baskets 50e génération, ou le t-shirt fabriqué à 3 €, fabriqué par des femmes au Bangladesh qui, effectivement, n'ont même pas de quoi se nourrir avec le salaire qu'elles touchent. C'est cela qui est quand même aussi la mondialisation négative. Alors, si nous voulons être dans la proposition, dans la mondialisation positive, si je puis dire, il me semble que pour accéder à l'œuvre, pour accéder au savoir, pour faire des biens culturels qui aient du sens, eh bien, il faut que nous reprenions ces propositions qui sont les 4 points qui ont été cités par la ministre, avec effectivement... alors, est-ce qu'il faut parler du livre unique? Est-ce qu'il faut parler de la référence des éditeurs? Je ne sais pas quelle est la bonne solution, mais en tout cas, il faut tendre vers un livre numérique à un prix correct, du style prix livre de poche. Il faut, me semble-t-il, un livre interopérable entre les tablettes. Il ne faut pas qu'on soit prisonnier d'un système, le lecteur en particulier soit prisonnier d'un système. Il faut la possibilité de se prêter un livre numérique comme on peut se prêter un livre papier. Et puis il me semble aussi que j'ai tellement entendu de choses cet après-midi qu'il faut se reposer sans arrêt cette fameuse question de la politique de l'accès,
parce qu'effectivement, c'est cela qui bouge sans arrêt, et c'est ça qu'il nous faudra réinterroger. Et je peux vous assurer que nous serons, nous aussi, les parlementaires nationaux, mais je pense que les parlementaires allemands comme nous, très attentifs à ce qui va se passer le 25 octobre sur cette histoire de la plateforme européenne. Je ne veux pas être trop longue, parce que vous avez déjà entendu beaucoup de choses, mais il ne faut pas oublier non plus que l'accès au savoir, l'accès aux œuvres, c'est d'abord et avant tout, et depuis fort longtemps, le travail des bibliothèques, qu'elles soient communales et universitaires. Et que de ce point de vue-là, il faut absolument, là aussi, les conforter dans leur rôle. Elles font, effectivement, elles aussi, du numérique. Elles font, elles aussi, les nouveaux outils. Mais elles sont des lieux d'échange, elles sont des lieux irremplaçables pour que, effectivement, les uns et les autres puissent continuer à s'informer. Et il me semble que les marges de progression des échanges qui ont lieu entre les bibliothèques au niveau de l'Europe, c'est un peu comme Erasmus, on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire plus riche, on peut toujours arriver à mieux. Et il me semble que s'il y a un sujet de contentieux grave, la Commission qui a traduit la France et le Luxembourg devant la Cour de justice de l'Union européenne à propos justement des distorsions de concurrence au détriment des opérateurs des autres États membres de l'Union. Et quelque part un faux procès, et que ce faux procès, il faudra bien, je l'espère, qu'il se résolve de façon à ce qu'on puisse continuer à entendre ce que les échanges entre les uns et les autres au sein de l'Europe apportent de richesse et de pensée et de moyens de développer sa pensée. Donc la dernière chose, il me semble, que je voudrais dire, c'est que au niveau mondial, reconnaître de façon solennelle le caractère inviolable des droits d'auteur, c'est quelque part protéger la propriété intellectuelle. Et cette propriété intellectuelle, c'est pas seulement quand on la protège en parlant des droits d'auteur, on protège bien d'autres choses, puisqu'on a parlé, et c'est un petit peu le sujet qui était en filigrane, de ces projets d'accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Quand on défend l'exception culturelle européenne, quand on défend le droit d'auteur, on ne défend pas seulement le secteur culturel. Le secteur culturel, il devient le symbole d'autres droits. On défend la propriété intellectuelle de ceux qui ont des brevets. Et on défend la propriété intellectuelle, par exemple, de ceux qui, la France est un peu un cas d'exception là-dessus, mais par exemple, ont des cultures indigènes, ont des cultures autour de la biodiversité, par exemple à La Réunion ou ailleurs, et que ces cultures-là sont menacées par le système international si sans arrêt, on ne veille pas à ce que cette propriété intellectuelle soit inviolable, cette propriété intellectuelle soit au-delà de la simple marchandisation. Donc, puisque nous sommes quand même dans le pays, non seulement de Gutenberg, mais de quelqu'un que j'aime aussi beaucoup, je ne voudrais pas finir sans faire référence à Hermann Hesse, qui était libraire à 16 heures, vous vous en souvenez, prix Nobel de littérature en 1946. Je me lance en allemand, je vous présente d'avance toutes mes excuses pour mon accent, et qui disait « Von den vielen Welten, die der Mensch nicht von der Natur geschenkt bekam, sondern aus dem eigenen Geist erschaffen hat, ist die Welt der Bücher die größte ». Je crois qu'effectivement, au-delà de tout, et quelle que soit sa forme, le monde des livres reste le monde le plus universel, et j'espère bien qu'à travers cette exception culturelle que nous continuons à défendre, à travers le travail que nous allons faire sur le livre pour que, quel que soit son support, il reste l'outil de la connaissance pour tous, nous défendions à la fois la liberté et tout compte fait, la démocratie. Je vous remercie.